Il y a des machines qu'on ne croise pas, qu'on subit. Tu roules tranquillement sur une nationale. Soudain, les voitures devant toi s'arrêtent. Un motard en uniforme te fait signe de couper le moteur et de te garer sur le côté. Tu ne comprends pas encore. Tu baisses ta vitre. Et là, tu l'entends. Pas un bruit de camion, un bruit de cathédrale en mouvement. Le sol vibre légèrement sous tes pneus avant même que tu le vois. Puis il apparaît au tournant, lent, massif, écrasant tout sens des proportions que tu croyais avoir. Une charge démesurée sur une remorque à 20 essieux. Et en tête de ce convoi qui semble ne jamais finir, un tracteur, dont le capot seul est plus haut que le toit de ta voiture. Un Willem TG 300. On est dans les années 60. La France construit ses centrales électriques, ses raffineries, ses barrages. Elle déplace des transformateurs de plusieurs centaines de tonnes, des réacteurs industriels, des pièces de machines que rien d'autre ne peut transporter. Et pour faire ça, pour vraiment faire ça, il faut autre chose qu'un camion. Il faut un animal mécanique. La plupart des gens ne connaissent pas Willem. Ils connaissent Berliet, ils connaissent Renault, peut-être Saviem. Mais Willem, cette barque française qui s'est positionnée sur un territoire où peu oser s'aventurer, le transport exceptionnel, le gigantisme, la puissance brute, reste l'un des grands oubliés de l'histoire française. Et pourtant, le TG 300 n'est pas tombé du ciel, il est l'aboutissement d'une évolution méthodique du TG 200 au TG 250, jusqu'à ce 300 qui représente pour Willem l'expression la plus radicale de sa philosophie. Plus de puissance, plus de couple, plus de capacité de traction. Toujours plus lourd, toujours plus loin. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous vous souvenez du tractomas dont on a déjà parlé. Cette machine d'aujourd'hui capable de déplacer des charges que la plupart des ingénieurs considèrent comme impossibles à bouger. Eh bien, ce que le tractomas fait avec la technologie moderne, Willem le faisait déjà avec les moyens de son époque. Même obsession, même philosophie, même refus des limites. 60 ans séparent les deux machines. L'ambition, elle, n'a pas changé d'un gramme. Aujourd'hui, c'est Willem qu'on met sous les projecteurs. L'histoire d'une marque française qui a choisi de jouer dans la cour des plus grands, qui a construit des machines que peu de routes étaient capables d'accueillir, et qui a disparu, sans que personne ou presque ne lève la main pour la retenir. Reste jusqu'au bout, parce que cette histoire-là, elle a la taille de ces camions. Willem, une marque, une obsession. En France, dans les années 50 et 60, il y a deux types de constructeurs de poids lourds. Ceux qui construisent des camions pour la route et ceux qui construisent des camions pour l'impossible. Willem appartient à la deuxième catégorie, depuis le début, sans hésitation, sans jamais avoir essayé de faire autrement. L'entreprise n'est pas née de la même logique industrielle que Berliet ou Renault. Elle ne cherche pas à équiper les flottes de transport national, à livrer les supermarchés, à remplacer les charrettes des artisans ruraux. Dès son positionnement initial, Willem vise un marché que peu de constructeurs français osent regarder en face. Le transport exceptionnel, le hors-gabarit, le hors-norme. Ces convois qui bloquent les routes la nuit, ces chargements qui nécessitent des autorisations préfectorales, ces machines qui déplacent en une seule fois ce que 100 camions ordinaires ne pourraient pas transporter. C'est là que Willem installe sa réputation, morceau par morceau, chantier par chantier. Pour comprendre pourquoi ce positionnement était aussi pertinent, il faut regarder ce que la France est en train de construire à cette époque. Le pays entre dans une phase d'industrialisation massive et accélérée. Les grands programmes d'infrastructures s'enchaînent à un rythme que les générations suivantes auront du mal à imaginer. Les barrages hydroélectriques surgissent dans les Alpes et les Pyrénées. Les raffineries s'installent le long des côtes et des fleuves. Les premières centrales nucléaires commencent à sortir de terre. Les aciéries, les cimenteries, les usines chimiques s'agrandissent et s'équipent de machines toujours plus massives. Et derrière chacun de ces chantiers, une question concrète et urgente. Comment on amène ça jusqu'ici ? Un transformateur électrique de 200 tonnes, un réacteur industriel, une turbine de centrale hydroélectrique, des pièces forgées de plusieurs dizaines de mètres de long, des équipements que les routes normales ne peuvent pas accepter, que les ponts ordinaires ne peuvent pas supporter, que les camions classiques ne peuvent pas tracter. Willem a une réponse,
Et cette réponse s'appelle la série TG. La série TG ne naît pas directement dans sa forme définitive. Elle évolue, elle grossit, elle se muscle progressivement au fil des commandes, des retours terrain et des exigences croissantes des clients. Dès les années 50 et 60, Willem s'impose déjà avec des tracteurs lourds conçus pour les charges exceptionnelles. Mais c'est après le rachat par PRP en 1971 que la gamme TG voit réellement le jour et atteint son apogée. Le TG 200 arrive en premier, capable de tracter des charges de l'ordre de 200 tonnes. Il pose les bases de ce que Willem veut construire. Une architecture robuste, une transmission capable d'absorber des couples énormes, un châssis pensé pour tracter des charges que les ingénieurs de salon refuseraient de coucher sur le papier. Sur les chantiers, il impressionne. Dans les entreprises de transport exceptionnelles qui commencent à se structurer en France, il trouve preneur rapidement. Mais Willem ne s'arrête pas là. Le TG 250 prend le relais. Une machine encore plus capable, avec des améliorations sur la transmission et une fiabilité renforcée sur les points de faiblesse identifiés par les utilisateurs du TG 200. Une machine qui commence à se faire une vraie réputation dans les milieux industriels qui comptent, les grandes entreprises de génie civil, les transporteurs spécialisés, les donneurs d'ordre des grands programmes d'infrastructures nationaux. Et puis, le TG 300. 8 essieux moteurs, capables de tracter jusqu'à 1000 tonnes en convoi. En France, dans les années 70, sur un tracteur routier civil destiné au transport exceptionnel, c'est une machine qui fait l'effet d'un coup de poing dans une réunion d'ingénieurs. Berliet avait le T100, mais le T100 était une machine minière hors route, un colosse conçu pour les carrières et les mines à eau couvert, pas pour tracter des convois sur les routes françaises. Les Kenworth et les Mack américains existaient de l'autre côté de l'Atlantique, mais l'Europe, elle, n'avait pas encore vraiment répondu à cette question. Willem lève la main. Ce qui distingue le TG 300 de ses prédécesseurs, ce n'est pas seulement la puissance brute, c'est la façon dont cette puissance est utilisée. Développant environ 510 à 560 chevaux, il délivre un couple colossal à bas régime. Un tracteur de transport exceptionnel ne travaille pas comme un camion de ligne. Il ne fait pas de vitesse, il ne parcourt pas des centaines de kilomètres par jour à allure soutenue. Ce qu'il fait, ce qu'il doit absolument faire sans la moindre défaillance, c'est exercer une traction colossale, soutenue, régulière, sur des charges qui résistent, sur des routes qui grimpent, sur des itinéraires qui ne pardonnent aucune erreur mécanique. Parce qu'une panne d'un convoi exceptionnel sur une route nationale à 2 heures du matin, ce n'est pas un inconvénient, c'est une catastrophe logistique et économique. Les entreprises qui confient leurs chargements les plus précieux et les plus coûteux à un tracteur Willem ont une exigence simple et non négociable. Il ne doit pas tomber en panne. Jamais. Nulle part. Sous aucune condition. Et c'est autour de cette exigence-là que le TG 300 a été construit. Pas autour des performances sur une piste d'essai, pas autour d'un chiffre dans un catalogue commercial. Autour de la confiance absolue que ses clients doivent avoir en lui le jour où il charge dessus quelque chose. Dans un paysage industriel français où Berliet dominait le marché du lourd avec autorité et où Renault gérait ses propres segments, Willem avait trouvé quelque chose de rare, un territoire qui lui appartenait presque exclusivement, une expertise que personne d'autre en France ne pouvait vraiment revendiquer avec la même légitimité, et une clientèle qui, une fois convaincue, ne changeait pas facilement de fournisseur. Parce que dans le transport exceptionnel, la confiance ne se construit pas sur une plaquette commerciale. Elle se construit sur des années de convoi arrivés à destination, sans incident, sans retard, sans excuse. Le TG 300 en avait beaucoup à son actif. Mais ce que personne ne voyait encore, pas même chez Willem, c'est que cette niche si bien défendue allait bientôt devenir un piège. Approche-toi du TG 300 pour la première fois et oublie tout ce que tu sais sur les camions. Oublie les proportions habituelles, oublie les références visuelles que tu as accumulées au fil des années sur les routes françaises. Ce que tu vois devant toi ne rentre dans aucune case connue. Le capot est long, massif, la cabine haute, reculée, posée en retrait derrière une architecture mécanique qui refuse de se laisser dominer par quoi que ce soit.
Les pneus surdimensionnés, à profonde sculpture, montés sur des jantes qui ressemblent davantage à de l'équipement de génie militaire qu'à des pneumatiques de transport routier. Et avant même de soulever le capot, tu comprends une chose. Cette machine a été conçue pour une seule chose, et cette chose, c'est la force. La donnée qui résume le TG300 mieux que n'importe quelle fiche technique, c'est un chiffre. 1000 tonnes. 1000 tonnes de charge tractée, sur route. Prends le temps de mesurer ce que ça représente concrètement. 1000 tonnes, c'est le poids de plusieurs centaines de voitures. C'est une section entière d'un pont métallique. C'est un réacteur industriel complet avec sa structure de support. C'est une charge que la quasi-totalité des machines de l'époque ne pouvaient tout simplement pas envisager de déplacer sur une route ouverte à la circulation. Le TG300 le faisait. La boîte de vitesse du TG300 est en ce sens aussi critique que le moteur lui-même. Elle doit multiplier l'effort disponible et le transmettre aux roues sans rupture, sans à-coups, sans le moindre comportement imprévisible qui pourrait déstabiliser une remorque chargée à 1000 tonnes. Un faux mouvement à cette échelle ne se corrige pas, il se paie. Ce qui distingue le TG300 de ses prédécesseurs directs, le TG200 et le TG250, c'est précisément cette montée en capacité progressive que Willem a construite sur des années de retour terrain. Chaque version avait identifié ses limites. Chaque version avait transmis aux ingénieurs une liste précise de ce qui tenait et de ce qui cédait sous la pression des charges réelles. Les points de faiblesse sur la transmission, les comportements du châssis en situation extrême, les réactions des pneus sur chaussée dégradée sous un poids pour lequel cette chaussée n'avait jamais été prévue. Le TG300 est la synthèse de tout ça. Pas une révolution, une accumulation de maîtrise. Sur le terrain, le TG300 s'illustre sur les chantiers qui définissent la France industrielle de cette décennie, les transformateurs électriques géants destinés aux lignes à très haute tension, les échangeurs thermiques des raffineries de l'étang de Berre, les turbines des barrages alpins, les réacteurs des premières installations pétrochimiques françaises. Des pièces uniques, irremplaçables, dont le moindre incident de transport représente des millions de francs de préjudice et des mois de retard sur des chantiers nationaux. C'est pour ces clients-là, exigeants, peu nombreux, disposant de moyens considérables, que le TG300 a été construit. Des clients qui ne négocient pas sur le prix, qui négocient sur la garantie. Et cette garantie, Willem pouvait la donner avec une légitimité que peu de constructeurs français pouvaient revendiquer. Parce que la marque avait fait ses preuves bien avant le TG300. Dès les années 1930, les camions Willem avaient démontré leur endurance dans les conditions les plus hostiles qui soient. Les pistes sahariennes, la chaleur extrême, l'éloignement total de tout point d'assistance. Des machines qui travaillaient loin de tout, sans filet, sans recours possible en cas de défaillance. Dans ces conditions-là, la fiabilité n'est pas un argument commercial. C'est une question de survie. Et les transporteurs qui avaient vu des Willem traverser le Sahara sans défaillir savaient exactement ce qu'ils avaient entre les mains quand ils signaient pour un TG300. Mais soyons précis sur les limites, parce qu'elles existent. La première, c'est l'infrastructure elle-même. Tracter 1000 tonnes sur une route française des années 60, ça ne s'improvise pas. Les itinéraires sont étudiés pendant des semaines par des ingénieurs qui cartographient chaque pont, chaque virage critique, chaque portion de chaussée à risque. Une erreur de calcul sur la résistance d'un ouvrage d'art sous un convoi de cette masse, les conséquences sont catastrophiques et irréversibles. Le TG300 est puissant, mais il est entièrement dépendant des routes qu'on lui autorise et des infrastructures que son époque peut lui offrir. La deuxième limite, c'est la vitesse. Un convoi exceptionnel de cette envergure progresse à 10 ou 15 km/h dans les meilleures conditions. Un déplacement de 100 km peut mobiliser une journée entière avec les arrêts techniques, les manœuvres dans les zones sensibles, les coordinations avec les services de la route. Pour les entreprises qui calculent leur rentabilité, cette lenteur structurelle a un coût permanent. La troisième limite, et c'est la plus dangereuse pour Willem, c'est le marché. Les clients capables de commander, de financer et d'opérer un TG300 avec ses remorques spécialisées se comptent en dizaines sur l'ensemble du territoire français. Ce n'est pas un marché de masse, ce n'est pas un marché où on remplace une flotte usée par des commandes régulières et prévisibles.
C'est un marché de projets, un marché de cas particuliers, un marché où chaque vente est une victoire et où chaque période sans commande est une hémorragie financière silencieuse. Willem dominait cette niche avec une autorité incontestable. Mais dominer une niche trop étroite, c'est parfois construire sa propre prison. Aujourd'hui, quand on voit progresser un Tractomas 10x10 sur nos gouttes modernes, cette machine contemporaine, avec ses technologies actuelles et ses capacités décuplées, on voit l'héritier d'une philosophie que Willem avait posée 60 ans plus tôt. Déplacer l'indéplaçable, sur route, sans excuse. Le TG300 l'avait fait avec les moyens de son époque, et personne en France, à ce moment-là, ne le faisait mieux que lui. Disparition, héritage. Il y a une ironie cruelle dans la fin de Willem. Une marque capable de déplacer 1000 tonnes sur une route n'a pas réussi à déplacer les obstacles qui se dressaient dans ses propres comptes. La niche qu'elle avait conquise avec tant de maîtrise devient progressivement sa fragilité. Trop peu de clients, trop peu de volume, trop peu de marge de manœuvre quand les commandes se font rares. La concurrence s'intensifie. Constructeurs allemands, machines américaines importées et d'autres acteurs français sur le segment du transport exceptionnel. Willem enregistre des pertes importantes et répétées. En 1970, l'entreprise dépose le bilan. Pas de plan de sauvetage progressif, pas de restructuration longue. Les chaînes s'arrêtent. Les ouvriers reçoivent leurs lettres. Une marque née en 1923 sur les décombres de la Première Guerre mondiale ne trouve pas cette fois de solution pour rebâtir. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas totalement là. En 1971, le groupe Pérez et Ramon Paris, importateur de moteurs Détroit diesel, reprend l'entreprise. Sous le nom PRP Willem, mais les difficultés financières restent profondes. Le marché du transport exceptionnel reste trop étroit. En 1978, PRP Willem connaît à son tour de graves problèmes. En 1982, c'est le constructeur belge MOL qui rachète les droits et licences. Ce qui reste de Willem aujourd'hui tient dans peu de choses. Quelques exemplaires épars dans des collections privées. Des photos d'archives en noir et blanc qui montrent des convois impossibles avançant sur des routes nationales sous escorte de gendarmerie. Des témoignages d'anciens conducteurs qui parlent encore avec émotion du TG300. Et une entrée discrète dans les livres d'histoire industrielle française, souvent entre deux paragraphes sur Berliet et Saviem, qui mentionnent à peine ce qu'une marque a réussi à accomplir en spécialisant son destin sur l'extraordinaire. Et preuve que la légende n'est pas totalement éteinte, plusieurs de ces machines continuent d'opérer aujourd'hui, plus de 50 ans après leur construction. Des sociétés spécialisées dans le transport exceptionnel, comme les transports Bram, entretiennent encore avec passion leur Willem TG. On peut ainsi croiser sur les routes un impressionnant TG200S, construit sur mesure en 1976 pour l'entreprise. Toujours en activité pour déplacer des charges hors normes, telles que des turbines à gaz de plusieurs dizaines de tonnes. D'autres transporteurs historiques conservent également quelques exemplaires en état de marche, fidèles à cette robustesse légendaire qui a fait la réputation de la marque. Dans un monde où la modernité remplace souvent l'ancien, ces survivants rappellent que certaines machines sont tout simplement indestructibles. Mais voilà ce qu'on retiendra sur BTP Power. Willem a fait quelque chose que très peu de constructeurs français ont osé faire. Il a regardé les charges les plus démesurées que l'industrie pouvait produire, les réacteurs, les turbines, les transformateurs géants, et il a décidé que c'était son marché. Pas celui des autres, le sien. Et il a construit une machine capable de tracter 1000 tonnes pour le prouver. Dans un pays où Berliet faisait la loi et où Renault occupait le terrain, Willem avait choisi le seul territoire où personne ne pouvait vraiment le suivre. C'est ça, la grandeur de cette marque. Pas sa taille, pas ses volumes de vente, pas ses parts de marché. Sa conviction absolue qu'il existait un besoin que personne d'autre ne pouvait satisfaire, et que ce besoin lui appartenait. Est-ce que tu connaissais Willem avant cette vidéo ? Et selon toi, la France aurait-elle pu sauver cette marque ou certaines entreprises sont-elles condamnées par leur propre grandeur ? Dis-le en commentaire, ces débats-là méritent d'être ouverts.
Like si Willem méritait qu'on raconte son histoire. Abonne-toi à BTP Power. Chaque semaine, une marque oubliée retrouve la lumière qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Rejoins notre Telegram pour les archives rares, les photos d'époque et les coulisses de nos prochaines vidéos. Le lien est en description. À très vite avec une autre histoire que personne ne raconte.